êtes complètement tapés ou quoi? Bonjour à tous, bienvenue dans Caméflex. Ok, t'es hyper calme. Ouais, je suis très calme. L'émission cinéma qui revient toutes les semaines, donc une émission hebdomadaire dans laquelle on parle des sorties de la semaine, mais pas que. Mais t'as l'air tellement fatigué. Non, ça va en vrai. C'est la sortie de ta vidéo qui t'a fatigué? Non mais ça je te jure que je suis assez bien, j'ai quelques petites heures de sommeil en retard, mais rien d'anormal et ça va très bien. Je suis très content des films qu'on a vus cette semaine. Oui, on peut le dire tout de suite, il y a eu des vrais trucs très très bien cette semaine. Ouais. D'autres moins mémorables. Mais on va en parler dans l'émission. Merci à tous d'être toujours plus nombreux chaque semaine à nous suivre et à nous écouter. Ça fait hyper plaisir de voir que maintenant vous êtes... Des milliards. Là, ça y est, on a atteint notre premier milliard. C'est hyper agréable. Est-ce que ça a changé notre mode de vie? J'ai envie de dire oui et non. Toi, tu t'es acheté une Rolls-Royce? On s'offre des libertés. Oui. Non, effectivement, ça fait très plaisir. Vous n'êtes pas des milliards, ça c'est pas vrai. Mais 1 milliard, donc pas des milliards, mais 1 milliard. Ça fait très plaisir de voir que vous suivez l'émission de manière toujours plus assidue. Et on remercie toutes les personnes qui nous envoient des vocaux sur le compte Instagram @cameflexlive. Donc pour rappel, de temps en temps, une émission sur deux environ, on va prendre des appels d'auditeurs qui nous racontent des anecdotes qu'ils ont vécues en lien avec le cinéma. Et si vous-même vous voulez, on va pas le faire cette semaine? On peut essayer de caler, je sais pas. On s'est pas posé la question. On peut peut-être en foutre cette semaine, si pourquoi pas. Mais si vous voulez nous raconter vos anecdotes en lien avec le cinéma, vous avez juste à nous envoyer un message sur Instagram pour qu'on accepte votre demande d'invitation par message. C'est ça. On vous accepte et là, vous pouvez enregistrer votre vocal qu'on passera ou pas dans l'émission. Ça va dépendre de la qualité de cette anecdote. Cette semaine, Tom, on a un paquet de films à débriefer. Ouais, et en plus, on s'attaque à du lourd. On va parler de Classe moyenne. On va parler de Une bataille après l'autre, c'est ça le titre français. On va parler de French Lovers qui sort vendredi sur Netflix. Et on va parler de un petit film d'animation assez méconnu qui n'a pas marqué les esprits, mais qui a quand même pas marqué l'histoire du cinéma en règle générale. Qui a quand même eu un impact dans l'industrie. Toy Story. Voilà, Toy Story de John Lasseter de 96. Ça va être un programme chargé. Il y a plein de choses. Je t'ai même prévu un petit quiz à un moment dans l'émission. Ça, c'est bon, ça. En lien avec les films qui sont sortis cette année. J'en dis pas plus. Ok. Mais d'ailleurs, on l'a pas dit, mais en décembre. Donc pour la semaine du 25, la semaine de Noël, il y aura un épisode de Caméflex, mais il y aura un épisode de Caméflex spécial puisqu'on va organiser les... Alors, le titre provisoire, c'est les Caméflex d'or. C'est notre version, cérémonie. Notre cérémonie à nous sur l'année qui s'est écoulée. Et Tom, je te rappelle qu'on a pas mal d'épisodes hors-série à enregistrer puisqu'on est un petit peu à la bourre. Ouais, mais c'est des hors-série aussi. Ouais. On s'est dit que... On était déjà bien à faire une émission par semaine. Les hors-séries, on le fait quand on a du temps. Le prochain hors-série, ce sera sur Jim Carrey et ce sera plus sur l'aspect documentaire. Ouais, voilà, on n'en dit pas plus. On a plein d'autres hors-séries de prévus. On en a avec des invités sympas le mois suivant. Ensuite, on en a un sur un sujet qui, moi, me tient énormément à cœur et qui sera en lien avec l'actualité cinématographique en novembre. Moi, c'est celui qui me... qui me chauffe le plus parce qu'il y a celui avec les deux invités qu'on va recevoir qui m'intrigue énormément sur l'aspect que ça va prendre. Mais en novembre, on a un truc très très lourd qui arrive. J'ai trop hâte d'enregistrer ça. Pouvoir en parler, Et toi, t'as découvert surtout... Oui. Cet univers-là. Un univers qui m'a donné envie de faire un hors-série. Moi, je connaissais un petit peu avant. Mais toi, t'as vraiment plongé dedans cet été pendant les vacances. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé ma race. Tom, je trouve qu'on ne le dit pas assez, mais il faut que les gens s'abonnent s'ils veulent pas louper d'épisodes. Abonnez-vous, bon Dieu! Sur les plateformes de podcast, vous ne le savez peut-être pas, vous ne l'utilisez peut-être pas, mais il y a un bouton s'abonner, suivre. Il y a un truc du style sur chacune des plateformes. Et cliquez dessus comme ça, chaque semaine vous recevez une petite notification et vous êtes sûr de ne pas louper l'épisode. Jeudi matin, vous vous dites encore un jour avant le week-end, et voilà. Et tu cliques. Et comme ça, le matin, t'es content. Et si t'as une heure à tuer, 45 minutes, 20 minutes, et que tu veux découper tout ça et passer un petit peu de bon temps sur ce temps libre où tu te sens triste, morose, et où tu ne fais rien de ta vie misérable et ponctué de moments fades, voilà, on est là. N'hésitez pas à vous abonner, on l'oublie trop souvent, mais effectivement, il y a un bouton s'abonner sur les plateformes de podcast. Tu sais que je suis né le jour de Google. C'est vrai? Je suis né le 4 septembre 1998, le jour de Google. Et aujourd'hui, là, si on doit faire l'état des lieux, qui a le mieux réussi, toi ou Google? Je sais pas. Oui, Google, ça a eu du succès plus vite. Mais
Moi, je dirais que ça prend son temps, mais la montée est Ouais. pas fulgurante non plus. Ça va péter. Ça va péter. Prochainement, ça va péter. Autant que Google, plus. 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 Tu seras plus utilisé par les gens que Google. Ça s'appelle de la À terme. prostitution et c'est pas joli Ok. ce que tu racontes. Donc passons au premier film de cette sélection, Classe moyenne, réalisé par Anthony Cordier. Si on va devant un juge, ça pourrait vous coûter un redressement, 150 000. C'est quoi l'objectif? Ramener les ploucs à la raison. En chiffres. Ça, c'est 150 000. Et ça, c'est la raison. Mais quel enfoiré! Il n'aura jamais votre argent. Classe moyenne, c'est donc un film qui est sorti mercredi, que nous avons vu tous les deux, avec un casting 18 étoiles. Ouais. Tous les comédiens, quasiment tous, en même temps il n'y en a pas énormément, mais quasiment tous, on les connaît très très bien. Ouais, il y a Laurent Lafitte, Laure Calamy, Élodie Bouchet, Ramzy Bedia, Ramzy Bedia, la fille c'est Noé Habitat qui avait... qui s'était fait découvrir aux yeux du grand public. avec le grand bain, de Gilles Lelouch. Et il y a Sami Outalbali qui lui avait été découvert dans la série Sex Education. Quasiment tout le monde au casting est assez connu et assez bon dans son domaine. Et effectivement, dans ce film-là, on peut dire qu'ils vont briller. Ils sont tous au top. Ouais, en vrai, le film a quand même été écrit pour ses comédiens. Bah, je sais pas, mais en tout cas, ils fonctionnent extrêmement bien dans leur rôle. Je Et pense quand même que même si ça n'a pas été écrit pour eux, il y a eu une réécriture derrière pour s'adapter aussi c'est au jeu des possible, comédiens. parce qu'il y a un vrai naturel dans le delivery des dialogues. Et le film est très très drôle, notamment par la manière dont il délivre les blagues, C'est par ça. le jeu, par le timing. Enfin, là-dessus, c'est extrêmement maîtrisé. Mais avant qu'on rentre dans le vif du De sujet, quoi ça de parle quoi ça parle, Classe moyenne? Classe moyenne, c'est une famille aisée, bourgeoise, qui emploie du coup une autre famille qui est beaucoup moins aisée, beaucoup plus populaire. Ouais, beaucoup plus prolétaires. Prolétaires. Et qui sont les gardiens de leur maison de vacances. C'est ça. Et sauf qu'un jour, la coupe est pleine et que cette famille-là va vouloir se venger de l'autre famille. J'en Et dis pas plus. est-ce que Exactement, c'est très bien. Non, mais ok c'est ça. Petit éléphant au milieu de la pièce. Parasite, on en parle? Bah, forcément. Mais après, même Parasite en soi n'était pas le premier film qui abordait ce sujet-là. Le thème de la lutte des classes a été abordé à de nombreuses reprises. Le seul truc, c'est que effectivement, quand il y a Parasite qui est passé en 2019, Parasite qui fait déjà un raz-de-marée à Cannes, qui fait un raz-de-marée aux Oscars, aux Césars, à toutes les putains de cérémonies du monde. Le film a un immense succès et aujourd'hui, on est... qui devient d'ailleurs automatiquement Culte. un film C'est culte qui exactement ce que j'allais marquera dire, la génération. Le film a à peine 6 ans, on peut le dire, c'est un film qui restera dans l'histoire du C'était cinéma. l'année 2019. 2019. Donc, Ouais, mais dans les années 2010, c'est automatiquement comme ça qui est sorti où tout le monde a dit ok, ça marquera cette décennie-là. T'as quoi? T'as Fury Road. Fury Road, Parasite, et il n'y en a Parasite. pas 12 000, tu vois. T'as peut-être un Jordan Peele, Get Out, qui a bien marqué. Ouais, carrément. Mais je suis désolé, Parasite est rentré instantanément Ouais. dans les classiques à voir au cinéma. La La Land aussi. La La Land aussi. Ouais. Pour des moins bonnes bref, raisons, ils sont pas nombreux, mais Parasite, c'est dans le top du panier et tu fais ok, bon bah là, t'es allé tellement loin dans ton sujet, Ouais. dans ta proposition, que c'est difficile de passer après. Et Parasite, on le rappelle, hein, bon, tout le monde a vu le film, mais il y a un niveau de maîtrise absolue, que ce soit dans l'écriture du scénario, dans la direction d'acteur, dans juste la gueule du film, les décors, la photographie et tout, et aussi dans le traitement de son sujet et, Alors, voilà. et dans le mélange des genres. En Il y a fait, c'est un ça. truc à peu près parfait sur la maîtrise de bout en bout de tous les éléments du film. Il faut savoir que ça fait partie entièrement du cinéma coréen, le mélange de genres. Ça a toujours été dans leur culture et dans leur culture cinématographique, et même sur des sujets très sérieux, sur des films très noirs, les thrillers notamment. Mais dans des vrais thrillers, tu prends même Bong Joon-ho, hein, le réalisateur de Parasite, quand il faisait des années auparavant Memories of Murder, qui est vraiment un thriller pur et dur, il y a des vrais moments de comédie. Et ça a toujours fait partie de leur code dans le cinéma. Quand ça a été exporté à l'international par des films comme Parasite, il y en a eu d'autres. Ouais, il y en a T'as eu Old Boy. Oui, t'as pendant 20 ans avant, il y en a eu d'autres, mais effectivement, Mais Parasite a c'est vraiment... l'apogée, quoi, Parasite. C'est l'apogée. Parasite et Squid Game aussi, qui sort 2 ans après. On est vraiment sur l'apogée du soft power coréen avec le cinéma. Mais du coup, ce mélange de genres qui est au final, sur un premier visionnage assez particulier, qui te perd un peu, et en fait, à mon sens... extrêmement malin puisqu'il se raccroche beaucoup plus à la réalité. Ouais. T'as pas toujours du noir, toujours du blanc. Souvent, même dans des moments de tristesse qu'on va vivre au quotidien, peut apparaître un moment de comédie là-dedans. Et donc ce mélange de genres, j'ai l'impression que
plus les années avancent, plus il s'étale. Et en France, même si on a encore ce truc de vachement catégoriser et de mettre si c'est un film d'horreur, il faut que ce soit complètement de l'horreur, si c'est une comédie, il faut que ce soit complètement de la comédie. Là, on commence à arriver, et notamment avec ce film-là, à un mélange de genres où on va pouvoir tirer d'autres ficelles. Je dis pas que c'est encore complètement le cas, mais on commence gentiment. Je sais pas si Classe moyenne est un très bon exemple pour ça. Par contre, j'ai un très bon souvenir de cette année d'une tentative, réussie ou pas, je sais pas. On en avait parlé dans un épisode précédent, vous pouvez aller écouter ça si vous voulez. C'était le film de Noémie Merlan, Les femmes au balcon, qui essayait un truc totalement coréen dans son approche dans son mélange des genres en fait. Elle faisait de l'horreur, de la comédie, enfin elle faisait énormément de choses à l'intérieur de son film. Petit à petit, les choses évoluent, Nicolas. Ouais. Et donc, à la base, on parlait de classe moyenne quand même. Et donc, à la base, on était là pour parler de classe moyenne. Et pourquoi je vous parle de Parasite ? Parce que la comparaison, elle est inévitable entre les deux films. Et le gros questionnement... En fait, moi, j'ai bien aimé le film. Pour faire très court, je trouve que ça joue très bien, que c'est très drôle au moment où ça veut être drôle. C'est que très rarement cliché. Je vais revenir un petit peu sur cet aspect cliché, puisque on est sur les riches contre les pauvres. On est sur un truc assez binaire, en fait, dans la proposition. Donc, effectivement, j'ai un petit truc à dire sur les clichés. Mais au global, je trouve que la mise en scène fonctionne. Elle est inventive. Elle n'est pas révolutionnaire, mais il y a plein d'idées bien trouvées pour juste faire comprendre au spectateur l'action qui est en train de se passer et faire passer des idées via des cadrages, via des plans. Le scénario est très malin, il se suit de manière extrêmement fun, ludique, c'est très agréable à suivre. C'est un film vraiment accessible, intelligent et extrêmement bien joué. Le problème, c'est la comparaison avec Parasite. Je me pose de très grosses questions sur l'utilité de faire ce film-là alors que Parasite existe et que Parasite, via son mélange des genres, via son approche hyper jusqu'au boutiste dans son scénario, en fait, le thème de la lutte des classes, en tout cas via ce prisme-là, avec une famille riche, une famille pauvre qui vont se tirer dans les pattes, ce thème-là, cette histoire-là, elle a déjà été traitée avec un film qui a eu énormément de succès, qui est reconnu, qui fait aujourd'hui partie de la grande histoire du cinéma. Qu'est-ce que Classe moyenne vient apporter ? Et là, on dirait que je suis négatif sur le film, alors qu'en réalité, j'ai passé un super moment. Je trouve ça plutôt très bien. Le dernier petit point que je voulais aborder sur ce film-là, c'est effectivement, j'aurais peut-être aimé que le film soit un tout petit peu plus nuancé, c'est-à-dire que là les riches sont très méchants et moi ça me pose pas de problème, hit de rich à fond, j'y vais à fond, mais le truc c'est que je pense que le film aurait pu être encore plus caustique, encore plus dérangeant si les riches étaient un peu plus dans le... Tu vois, s'ils étaient pas autant en tort. En fait, pendant tout le film, là, t'as juste envie de leur mettre des tartes. Ils sont détestables. Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Noé Habitat, elle est horrible dans le film. C'est une pure sociopathe. Celle qui est le plus nuancée, c'est Élodie Boucher. Ouais, c'est celle qui est... Parce que tu sens qu'elle vient peut-être d'un environnement un peu plus populaire. C'est ça. Et qu'elle est nouveau riche un peu. Et Noé Habitat, c'est la pire des trois parce que elle est très très loin. Elle est le produit de cet environnement-là. Et je trouve le film horrible parce qu'à la fin, je la déteste. Alors que normalement, je l'aime beaucoup, cette actrice. Je trouve qu'elle joue extrêmement bien. Justement, si t'arrives à la détester à la fin, c'est qu'elle a complètement rempli le job. Et c'est qu'elle remplit le job et que le film aussi remplit le job. Donc son personnage, incroyable. Horrible. T'as envie de la voir souffrir à la fin. Tu lui souhaites beaucoup de mal à la fin du film. Et vraiment, c'est une énorme sociopathe. Donc elle est le produit de cet environnement-là. J'aurais peut-être aimé que les choses soient un petit peu plus dérangeantes pour que l'humour soit encore plus caustique, grinçant. Tu vois qu'il y a un truc un petit peu plus dérangeant. Là, je me dis, en fait, je les déteste, ces personnages. Évidemment, je vais pas me ranger de leur côté. Et le film ne bouscule à aucun moment mes croyances. En fait, le film me dit quelque chose que je sais déjà, que je crois déjà, avec lequel je suis déjà en accord. Le film ne me dérange pas. Et j'aurais peut-être aimé que ce soit un petit peu plus dérangeant. Alors, je suis assez d'accord avec toi. J'ai passé un très bon moment aussi. Alors, le film va tout droit. C'est simple, c'est efficace, mais ça fonctionne très bien. Pendant tout le film, t'attends le moment de on va appeler ça la grosse explosion. Ce moment de fin où ils vont dépasser la limite et une fois que la limite est dépassée, tout est permis et donc là, ça part dans tous les sens. Ce moment-là arrive et je le trouve un petit peu sur la retenue. D'accord. Et alors, pourtant, il se passe des choses, mais je trouve que c'est dans la retenue. On va être sur tu parles du duel final sur le duel final. Chose que je reprochais aussi au remake de La Guerre des Roses dernièrement. On est sur une autre catégorie, c'est 1000 fois mieux que le remake de La Guerre des Roses. Oui, bien sûr. Mais c'est ce climax, ce point de non-retour
où normalement tu te dis bon, on peut plus revenir en arrière. Mhm. Maintenant, je balance tout ce que j'ai à balancer et je vais les faire des choses terribles. Ouais. Et là, je trouve que c'est un peu fait à moitié. Ouais. C'est vrai que j'ai pas pensé sous cet angle, mais c'est pas déconnant. De Par voir des choses comme exemple, pour donner un exemple clair, Tarantino utilise énormément ça. ça. Mhm. Tarantino, le plus gros exemple, c'est sur Once Upon a Time in Hollywood, c'est-à-dire que tout le film installe énormément de choses et connaissant Tarantino, tu attends la fin parce que tu sais que ça va péter. Là, j'attends ce moment-là parce que ça fait que monter crescendo, ils se font des petites crasses, ils se font des menaces, mais t'attends le moment où va y avoir le clash et va y avoir bagarre. Et là, je trouve que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est très rapide et les dernières crasses qui se font elles pourraient arriver en milieu de film que ça me semblerait cohérent en milieu de film, mais là sur la fin, après tout ce qui s'est passé, je te dis c'est léger. C'est un petit peu dommage de ne pas aller plus loin que ça. C'est marrant ce que tu dis. Bon, on va pas refaire le film, c'est pas notre objectif, mais c'est vrai que ce que tu dis, ça rejoint un petit peu ce que je racontais sur C'est la ça. comparaison avec Parasite. C'est que je comprends pas bien la raison d'exister de ce film, mais s'il avait pris cette route-là, d'aller encore plus loin dans le timbré et où vraiment il n'y a pas de retour en arrière, tu vois, où on prend où les personnages font des choix qui sont vraiment irréversibles et qui peuvent tomber dans l'horreur. Si le film avait pris cette route-là, il se serait un peu plus démarqué que Parasite. Et les personnages seraient moins unidimensionnels aussi. Ouais. Puisque si les deux commencent à se faire des crasses affreuses, tu sais plus forcément sur quel côté trancher, puisque les deux deviennent des personnages odieux. Après, tout ce qu'on dit là, enfin, je crois que toi et moi, on a beaucoup aimé le film et je trouve que c'est très réussi. Écoute, oui, et surtout, donc je me suis retrouvé à la séance de 9h. Ouais, il t'est arrivé une Il m'est connerie, arrivé toi. une petite connerie. Ce matin, je me suis réveillé, caca dans les yeux. J'ai dit, bon, je pars aller mater le film. Je m'installe et je me dis, bon, vas-y. Donc, je pars bosser après et tout. Il faut que je mate le film. Et je me dis, ok, le moment des pubs, je vais faire une micro-sieste. Et quand le film démarre, je me réveille et comme ça, je suis sûr de ne pas m'endormir Ouais. pendant le film. Ce que je fais habilement. Sauf qu'il fallait Et pas donc, je se sens que le gourer. film démarre. Attends, je sens que le film démarre. Je me réveille et là, je fais. Je connais ce film. Je l'ai vu hier en avant-première. Et donc, je me suis trompé de salle et j'étais devant une bataille après l'autre. Donc, tout le début, je fais merde. Donc, je prends mes affaires, je me casse, je change de salle et j'ai loupé les 5 premières minutes du film. Aïe, c'est catastrophique. Ouais. Je me suis senti con et c'est la première fois que ça m'arrivait. Ah, de te gourer de salle? Ouais, c'est la première fois de ma vie que je me trompe de salle. Je sais pas si ça m'est déjà arrivé. Et en fait, c'était la salle 10 et la salle 11. Et je sais pas, machinalement, j'ai l'habitude d'aller dans la salle 10 et voilà quoi. Quelle erreur. Quelle erreur monumentale. Mais quoi qu'il en soit, la séance de 9h des Halles déjà était assez pleine. Et surtout, même pour un film à 9h, ça rigolait beaucoup dans la salle. Non, mais l'humour est très bien amené, il est pas bête, il est très bien dosé et il est très bien joué. Il y a vraiment une vraie réussite au niveau de l'humour, que ce soit à l'écriture, au jeu et au rythme. Il y a tout qui fonctionne dans l'humour du film. Puis, dans les vannes, des fois, c'est pas trop appuyé. Ça, j'ai plutôt bien aimé. Parce que Laurent Lafitte va beaucoup utiliser d'expressions latines. Ça, c'est trop marrant, ça. C'est très marrant. Et tu te dis, oui, ils vont le pousser jusqu'à un moment où il comprend pas, il va falloir lui expliquer, et bon, ils vont essayer de pousser la vanne. Et en fait, il s'arrête pile au bon moment Ouais. quand il fait, je comprends pas. Donc, quand t'as Laurent Lafitte qui fait, je comprends pas pourquoi il utilise des expressions latines maintenant, Ouais. et il comprend pas qu'on se moque de lui. Et ça revient pas après, c'est pas Ouais, grave. ouais. Il continue d'utiliser, donc Ouais. la famille prolétaire continue d'utiliser devant lui des expressions latines pour se moquer, mais lui va pas revenir une énième fois dessus. Non, C'est-à-dire c'est- que la vanne est passée, C'est pas lourd, en fait. Ouais, ça et marche. l'humour n'est pas trop lourd. Donc voilà, film qui est quand même très réussi, une belle perf, ça fonctionne à plein de niveaux, mais qui va souffrir quand même je pense, De la comparaison. de cette comparaison de c'est Parasite en comédie française, comme le disait Durandal dans sa vidéo. Ah non, mais non. Non. Et j'ai rien contre Durandal. Moi, je trouve que c'est un bosseur qui fait des trucs très bien et tout ça. C'est juste qu'il y a des années de ça. Il a fait une Pour vidéo sur rectifier, Parasite. il a fait une vidéo sur Parasite comme il a l'habitude de faire sur les sorties Ouais. ciné. Et donc, à la sortie ciné de Parasite, il avait fait une petite review. Dans laquelle il dit, j'ai la phrase exacte si tu veux. Ah bah oui, si t'as la phrase Il a exacte. dit, oui, c'est un bête film sur les riches contre les pauvres. Enfin, si ça avait été une comédie française, ça aurait été avec Christian Clavier. Christian Clavier qui se prend une sauce depuis Ah deux oui, jours. Christian Clavier, il se prend une petite sauce. Bah, il a touché à la VF.
Et il a touché Il a à la touché à la Il fallait VF, pas on lui a toucher dit à la VF. touche pas à la VF, il a touché à la VF. Non, mais oui, donc on se moque pas de Durandal, mais effectivement, cette comparaison est très très drôle. Je pense qu'il était juste passé très très à côté du film au moment où il avait fait sa chronique. Et c'est drôle que quelques années plus tard, son rêve se réalise. Parasite version comédie française. Ouais. Et c'est pas déconnant, c'est pas nul et c'est moins bien que Parasite. Non, oui, bien sûr. En même temps, ce serait fou de faire mieux que Parasite. Mais ça reste un film tout à fait correct, même plutôt un très bon Ouais, film. si vous voulez vous faire une petite soirée avec un copain ou votre dulciné ou quoi que ce soit, un petit film un peu léger, rigolo, ça marche très bien. Ça marche très très Ça bien. remplit. Et le film est court, il fait 1h30. Ouais, il a le respect de respecter notre temps. Ouais, et ça, je les aime de plus en plus, les films comme ça. Nicolas, qu'est-ce qu'on retient de classe moyenne? Et bah que les balles en caoutchouc, c'est un peu dangereux, mine de rien. Mais non. Alors Attends, vas-y, d'habitude, c'est moi qui le fais, mais là, t'as prévu un petit jeu, un petit quiz Oui, je t'ai prévu un petit jeu, j'aime Tom. bien. Je vais te donner plusieurs films qui ont eu du succès cette année dans les salles françaises, au box-office français. Et je vais te donner 2 films à chaque fois. Et Ouais. tu vas devoir me choisir le film qui a eu le plus de Le succès plus entre les entré deux. en France. En France. Ok. On commence facile. Quel film a eu le plus de succès entre Destination Finale Bloodlines ou 28 ans plus tard? Malheureusement. Ah non. Allez, j'ai espoir dans le cinéma et je vais dire 28 ans plus tard. Pas du Bah tout, ouais, du tout. mais oui, Tu es mais loin non, du mais- compte. Destination Finale a fait 1 120 000 entrées et 28 ans plus tard, on a fait moins de la moitié avec 535 000 entrées. Le deuxième opus qui sort en janvier d'ailleurs. Oui, deuxième la opus bande-annonce, qui sort bientôt. Quel film a eu le plus de succès entre Conjuring, l'heure du jugement, qui est sorti la semaine dernière, Ouais. et Thunderbolts de Marvel? Ah, ce sera à mourir de rire. Bah, Conjuring. Conjuring a ouais. effectivement explosé Thunderbolts alors qu'il est sorti il y a exactement 2 semaines à l'heure à laquelle on enregistre Ouais. cet épisode. Conjuring a enregistré 1 500 000 entrées déjà et Thunderbolts n'en a fait que 1 100 000. Après, Thunderbolt, je suis pas tellement choqué parce que toute la communication et le marketing autour du film Ça a été un peu bancal. Hein. était désastreux. Ouais. Et même pas une semaine après que le film soit sorti, faut savoir qu'ils ont renommé le film en cours de route. C'était tout un bordel monstrueux. Donc non, je suis pas choqué. Et de toute façon, j'assiste là à 2 films de pas grande qualité non plus. Et faut le mentionner, Conjuring a quand même coûté presque 4 fois moins d'argent que Thunderbolts. Ouais, ça me choque pas. Dragon ou Jurassic World Renaissance, le remake de Dragon? Jurassic World Renaissance, ça fait plus d'entrées. Jurassic World Renaissance a effectivement fait 500 000 entrées de plus, puisque Dragon a fait 2 577 000 entrées, ce qui est énorme, hein. Je crois qu'il est dans le top 5. Et Jurassic World Renaissance est à 3 millions d'entrées. 2 films dont on comprend pas pourquoi ils les ont fait, mais ils les ont fait. Pour l'argent, visiblement, et ça a Oui, marché. Qu'est-ce qui a le mieux marché entre Paddington au Pérou et Les 4 Fantastiques Premier Pas? Oh, ce serait à mourir de rire. Oh non, ce serait hyper drôle. Non, bah non, 4 fantastiques. Paddington au Pérou a explosé les 4 Non, c'est Fantastiques vrai. de 200 000 entrées. Mais oui. Oui, Paddington- c'est en France toujours. c'est en France. Ouais. Paddington au Pérou, c'est 1 850 000 entrées. Et Les 4 Fantastiques, c'est 1 622 000 entrées. Mais non, mais même les 4 fantastiques, Marvel, ils le teasent depuis des années. Mais c'est comme ils teasent depuis des années Blade. Hein. Ah oui, non, mais Blade, il y a des problèmes de production énormes depuis presque 10 ans. Ouais. Et Les 4 Fantastiques Premier Pas, effectivement, un peu sous-performé. Maintenant, qu'est-ce qui a le mieux marché entre Sinners, avec Michael B. Jordan, Ah, et très bon réalisé film. par Ryan Coogler, ou Un ours dans le Jura, réalisé par Franck Dubosc, qui avait l'air d'être un plutôt bon film. Hein. En France, hein, toujours. France, bah, en Un ours dans le Jura. Et effectivement, il y a 400 000 entrées de différence entre les deux films. Sinners a fait 1 084 000 entrées, et Un ours dans le Jura a fait 1 482 000 entrées. Autant, C'est beaucoup, hein. c'est C'est un énorme. très bon succès. Ah, Et super film. je vais le rattraper au plus vite, Un ours dans le Jura, parce qu'on l'avait loupé quand c'est sorti et ça avait l'air vachement Franck bien. Dubosc avait été très drôle pour les Césars. Oui, Vous avez vu ses interventions, Son elles intervention étaient au César vraiment était très très hilarante. drôles. Minecraft le film ou F1? Non. Non. Qu'est-ce qui a le mieux marché entre Minecraft le film et F1? Mais je sais, je peux pas le dire. C'est Minecraft. Et non, c'est F1. F1 a Wow. explosé Minecraft. F1 a réalisé 3 274 000 entrées et Minecraft a réalisé 2 700 000 entrées. Merci Brad Pitt. Merci Brad Pitt et les voitures. Merci Brad Pitt et les voitures. Allez, avant-dernier, avant de conclure sur un plutôt pas mal. Là, on va être sur un duel entre 2 films Disney. Blanche-Neige ou Lilo et Stitch? Mais Lilo et Stitch. Ouais, Lilo et Stitch a Ouais, explosé bah ouais, Blanche-Neige. ouais, ouais. Blanche-Neige, c'est 1 214 000 entrées et Lilo et Stitch, c'est plus de 5 millions d'entrées. C'est le film, à l'heure actuelle, en France, qui a fait le plus d'entrées, mais genre de très loin. 5 millions d'entrées, c'est une singerie, c'est énorme.
Voilà. Ouais, non. C'est le numéro 1 du box-office cette année. Et à part avec peut-être Avatar 3 qui sortira en fin d'année, je vois pas trop qui pourrait le dépasser. T'as vu, ils ressortent Avatar 2 en salle du 1er au Ils 7 ressortent le octobre. 1, le 2 et ensuite le 3. Ils font pareil avec Insaisissable si tu veux tout savoir. Oui, mais j'aurais pas voir Insaisissable 1 et 2. Et enfin, pour finir, qui a fait le plus d'entrées cette année entre Les Tuches 5 et Superman? Non. 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 Bah, malheureusement, les Tuches 5. Les Tuches 5 a fait 2 fois plus d'entrées que Superman. Mais tu sais que c'est dingue et il faut savoir par exemple que il y a un truc que nous on connaît pas du tout et qui est pas du tout issu de notre culture, mais il y a un truc qui s'appelle les Baudins. Et les Baudins, Les Baudins est dans le top 15, je crois, de cette année-là. et ben Non, dans le top, il doit être 21 ou 22. ouais, et en fait les Baudins dans les grandes métropoles ça marche pas du tout, Ouais. mais en campagne ça cartonne. Et moi je suis un gamin issu de la campagne et je peux te dire que ça cartonne. Tout le monde connaît. Non, L'intégrale des Baudins. Non, mais on en n'est pas non VHS. plus. Non, faut pas déconner. Mais le film cartonne en campagne et ce qui fait que bah du coup il continue d'en faire. Il continue de faire des films quasi tous les ans, tous les 2 ans. Ouais, c'est. Et ça m'avait choqué. Donc je suis pas du tout choqué que les Tuches. Enfin, je suis choqué, si, mais ça Les m'étonne Tuches pas 5, plus que ça. 3 millions d'entrées et Superman 1 500 000. Mais tu sais que là j'y pensais. Je ferai peut-être un point série dans les prochaines semaines parce que là il y a énormément de séries que je regarde rarement des séries. Et là en ce moment, il y a 4-5 séries en même temps que je mate. Faudrait que je fasse un micro point rapide sur les actus séries. Parce que là je mate Peacemaker, je suis en train de mater Only Murder in the Building, je suis en train de mater qui vient de finir. Bah, j'ai fini mercredi. Là je mate, il y a Gen V qui vient de sortir. Et la semaine prochaine, normalement, on reviendra sur Ed Gein qui sort sur Netflix. On devrait en parler normalement. Ah, il y a Alien Earth aussi dans lequel je me suis lancé. Et alors? Alien Earth, Ouais. les 2 premiers épisodes sont bien. Après, il s'écarte un peu d'Alien. Hein. Ah ouais? Bah, en fait, j'ai un peu cette impression de plus faire face à une série Blade Runner que Alien. Oui, mais les C'est- deux se passent dans le même univers. Non, c'est Predator et Alien qui se passent dans le même univers. Oui, mais Blade Runner. Ah non! Si? Non, pas du Blade tout. Runner et Alien, d'après Ridley Scott, se passent dans le même univers. C'est vrai? Ouais. Ok. Ou c'est juste qu'il veut relier ces trucs et il sait plus quoi foutre. La raison à ça, c'est parce Et qu'on parce voit. qu'il y a Wayland Company dans ouais, un truc. on voit Wayland Yutani dans un truc Blade Runner, je crois. Je sais pas. Mais non, les 2 premiers épisodes sont bien, il y a des envies de réal et tout. Et après, ça s'étale en longueur et tu fais waouh, je m'emmerde un peu. Peacemaker est très cool par contre. Je suis très agréablement surpris de Peacemaker. Ok, stylé. L'année prochaine, il y a The Boys aussi et j'en profiterai peut-être pour regarder l'intégralité de The Boys. Ah, The Boys, on en parlera. Mais je pense, à la limite, si tu mates l'intégralité de The Boys, il y a une semaine, tu vois, où c'est léger. Et du coup, il n'y a pas grand film à voir. Et du coup, on se fait l'intégralité de The Boys Avec- en émission. Plaisir, Tom. Il est temps de passer au film suivant de notre sélection. Et il s'agit bien évidemment de French Lover, réalisé par Lisa Nina Rives, qui sort demain sur Netflix. Je la connais. Elle est actrice. Non. Elle est chanteuse. Non. Bon, elle est mannequin. Bonjour. Bonjour, je suis Estelle, je suis la petite sœur. Non mais je crois qu'elle a jamais vu quelqu'un de connu en vrai, donc Si. J'ai vu François Hollande une fois à Tulle, moi. Cool. Ouais. on s'en fout. Bah, il était président à l'époque, chérie, quand même. French Lover, surprise, parle d'une histoire d'amour. C'est une comédie romantique de 2 heures. 2 heures. Peut-être qu'on va revenir là-dessus. Oui, le pitch, c'est un acteur français très célèbre qui va rencontrer une barmaid, une serveuse, et qui vont tomber éperdument amoureux l'un de l'autre. Le casting, Omar Sy et Sarah Giraudot donc, ont les 2 rôles en tête d'affiche. Et peut-être qu'on peut commencer par ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce casting, Tom? Non, mais le casting en soi, tu te dis, effectivement, moi j'ai énormément de sympathie pour Omar Sy déjà. Mhm. Je trouve que c'est un super comédien. Sarah Giraudot, elle a fait ses preuves et je trouve que dans le film, c'est peut-être celle qui se démarque le plus. Moi, je trouve que sur c'est bien celle des qui s'en points. sort le mieux de loin, quoi. Il y a plein d'acteurs qui s'en sortent pas bien. Ouais. Et justement, tu parlais de la pertinence de mettre Omar Sy. Enfin, tu parlais de ton affection avec Omar Sy, du fait que tu l'aimais bien et qu'il Ouais. passait bien. Et ben moi, je pense que c'est le problème et c'est la raison pour laquelle il ne fonctionne pas dans ce rôle. Parce que au début, il est caractérisé comme un peu un connard. Pas un connard, un peu un connard. Non, moi j'ai dit que de base, j'avais de la sympathie pour Omar Sy. J'ai pas parlé de son personnage. Bah là, justement, moi en fait, j'ai trop de sympathie pour Omar Sy. Tout le monde aime trop Omar Sy pour le montrer comme une méga star, immense star, vraiment
D'ailleurs, on va revenir sur ce point-là qui est pas forcément hyper crédible, mais surtout pour un connard. J'ai du mal à le voir dans ce rôle-là et la sauce prend pas forcément. La sauce prend pas forcément. Alors, J'ai pas l'impression qu'il soit très bien casté. Après, je comprends la décision marketing d'avoir casté Omar Sy. Déjà, on est sur Netflix. Lupin a eu énormément de succès à l'international. Oui, ils se sont dit. C'est une bonne idée de le reprendre pour un film de ce type-là. Mais surtout, Omar Sy fait des entrées, il fait des vues, quoi. Donc, je comprends pourquoi ils l'ont pris. Mais je sais pas si lui colle très bien à son personnage. Qu'est-ce que t'as pensé du film ? Je trouve le film, alors, très caricatural. En fait, dès le début, je me suis heurté à un gros problème. C'est que j'ai du mal à rentrer dans le film par un manque de crédibilité qui est dû à l'écriture, qui fait que je n'arrive pas à croire à ce qu'on est en train de me raconter. Le film est conscient des sujets qu'il traite, mais à côté de ça, il met un peu les deux pieds dedans par moment. Par exemple, le personnage de Omar Sy, qui est une espèce d'acteur, alors vite fait, et au début il prend de la drogue et machin, et trucs, ça part très vite aux oubliettes. Mais il va virer sans le vouloir par ego la barmaid Sarah Giraudot. Et ensuite, il va lui dire mais attends, je te ramène chez toi. Elle dit non, il dit allez, je te ramène chez toi. Il y a une vieille qui dit non, mais arrêtez, laissez-la tranquille. On se bat depuis. Sous-entendu, on est en 2025. Ça se fait plus aujourd'hui. Pas. Et la meuf dit oui, d'accord. Ensuite, il dit ouais, je monte chez toi, je vais me changer, machin et truc. Il dit non, mais tu peux me faire confiance, je suis une personnalité publique. Tu dis attends. T'es conscient de ce qui s'est passé ces 7 dernières années là ? 7 dernières années, c'est pas parce que t'es une personnalité publique que ça passe. Et en fait, il y a énormément d'interactions entre les deux qui font que je n'arrive pas du tout à croire à ce dont on est en train de me raconter. Ouais. Et ça me laisse complètement sur le côté. Faut ramer après pour que je puisse raccrocher les wagons, pour que je puisse raccrocher les wagons et croire un tant soit peu à ce que tu es en train de me raconter, film. Si tu veux, à titre de comparaison, il y a un autre film qui fait ça et qui fait ça bien mieux. Coup de foudre à Notting Hill qui le fait bien mieux. C'est le même pitch, c'est le même synopsis de base. Globalement, ouais. Et qui marche bien mieux et qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus délicat dans sa manière d'aborder la chose. Et là, je trouve que c'est très brut. J'ai aussi un problème avec l'esthétique du film qui est très connoté pub. Ouais. Je sais pas si t'as pu un petit peu observer ce truc-là, mais visuellement, en fait, le film démarre sur une fausse pub. Ok, pourquoi pas, bon démarrage, franchement, les 2 premières minutes, c'est original, c'est un peu drôle, c'est un peu funky, pourquoi pas. Et donc tu te dis, oui, il y a cette esthétique pub et elle fait du sens parce que tu fais une parodie, et elle ne part pas. Il y a une scène dans l'appartement de Omar Sy où il dit à Sarah Giraudot, bon bah viens vivre chez moi, et en fait... c'est des fonds verts de partout. C'est hideux, les fonds verts. Les fonds verts, vraiment, ils sont abominables. Et ça m'a rappelé une vanne, je sais plus si c'était du studio Bagel ou de Golden Moustache. C'est sur Ika, je crois. Donc de Golden Moustache, où chaque fenêtre a la putain de tour Eiffel, ce qui est à la vue sur la tour Eiffel, un gag très drôle. Et là c'est la même chose mais avec le Sacré-Cœur, chaque putain de fenêtre de son appart a vue sur le Sacré-Cœur. Et en fait tout fait très factice, et il y a une image très télé, très pub. Et je ne sais pas pourquoi elle est là. Je ne sais pas pourquoi elle existe. Encore une fois, on fait très souvent cette remarque de c'est un téléfilm. Bien souvent, c'est parce qu'on parle de mise en scène, on parle pas d'image, etc. C'est que voilà, en fait, le film a aussi peu d'intérêt qu'un téléfilm en termes de mise en scène. Là, il y a un moment où la réalisatrice essaye de faire de la mise en scène. Donc c'est une scène dans la boîte où les gens disparaissent. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Et ça marche pas du tout. C'est vraiment oulala, ne va pas sur ce terrain là c'est pas bon là. Mais sinon le reste du film ça fait très téléfilm, et pas par la mise en scène, enfin par la mise en scène notamment, mais surtout par l'image quoi. C'est vraiment je suis devant un téléfilm France 2 ou là en l'occurrence Netflix. C'est pas très joli. Après moi je trouve pas ça horrible de bout en bout. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais il y a des gros problèmes qu'on est obligé de soulever. Déjà, 2 heures, c'est beaucoup trop long. À un moment, j'en peux plus. T'avais pas autant à raconter, film. 2 heures, c'est trop. Surtout pour un film, comme tu l'as dit, qui est autant rempli de clichés. En fait, il y a un truc, c'est que c'est très difficile de critiquer le cliché dans la comédie romantique, puisque c'est l'un des genres les plus codifiés. Honnêtement, je crois que c'est très dur de ne mettre aucun cliché dans une comédie romantique. Je crois que c'est quasiment impossible. T'as pas une seule comédie romantique qui existe qui ne contient pas un trope de comédie romantique. Et donc, quand je lance le film, je me dis, je passe là-dessus totalement. Je vais pas soulever tous les petits clichés que j'ai déjà vus 30 fois dans les romances.
Par contre, là, c'est beaucoup trop, quoi. Là, c'est too much. Il y a plein de moments dans le film où je dis, ah, je sais exactement ce qui va se passer au bout de 45 minutes de film. Ah, là, je sais à quoi va servir ce personnage. Ah, là, je sais à quoi va servir cet objet. Ah, je sais exactement ce qui va se passer dans la scène d'après. Ah, Oui, je oui, connais non, cet archétype de De toute personnage. façon, tu lances le film, tu sais très bien où tu vas. Ouais, mais là, en fait, il y a un enchaînement de clichés qui est genre too much. C'est la saturation. En fait, on a mis tous les tropes les plus classiques et les plus reconnaissables de comédie romantique dans un seul et même film où toutes les 5 minutes, tu vas te dire, oh, j'ai déjà vu cette scène. Oh, c'est la scène où les gens se droguent et où ils font des erreurs et ils vont s'en mordre les doigts le lendemain. Oh, c'est le pote qui est sympa et qui va faire le pep talk à la fin pour qu'il récupère la meuf. Oh, c'est l'enjeu qui va revenir au bout de 35 minutes de film. Ça, c'est genre, c'est chiant. C'est chiant parce qu'il n'y a aucun plaisir, en fait. Et surtout quand le film dure 2 heures, où ces clichés-là, ils vont être étirés et étalés pendant 2 heures de film. Ça, c'est un peu lourd. Et je veux bien, encore une fois, passer là-dessus. Il y a un vrai problème avec ce que tu as dit sur le côté pas crédible de ce qui nous est raconté. En fait, le film se lance et je me dis, oui, bah, je vais mettre mon incrédulité de côté et je vais accepter le film et le prendre tel qu'il vient. Il y a des trucs juste qui ne marchent pas. Le simple fait que Omar Sy ce soit une star à laquelle je peux... Dans le film, son personnage, Abel Camara, dans le film, c'est une star à laquelle je ne peux raccrocher aucun élément, aucune star réelle, concrète. Il n'y a personne en France qui a ce niveau de célébrité, en fait, qui est autant famous, autant on en a quelque chose à foutre de ses moindres faits et gestes. C'est pas vrai, ça n'existe pas aujourd'hui en France. Il y a des trucs qui sont très détachés de la réalité. T'as raison, je me souviens au début du film, donc le personnage de Omar Sy va sur un plateau télé. Ouais. Et l'annonce, donc on est sur le plateau télé, et là le présentateur annonce du coup son arrivée, et il l'annonce très bizarrement parce que jamais on annonce un invité de cette façon-là. Ouais. Et pareil, ils vont passer une vidéo par la suite. Jamais un plateau télé, même les plus crasses, même les plus dégueulasses, type TPMP et tout, ne passerait un extrait comme ça. Si. Je sais pas, mais en fait... Mais pas de cette façon-là. Ouais. C'est-à-dire que sur le fond, il pourrait le faire. Sur la forme, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a plein de moments dans le film. Exactement, il y a plein de moments. Ouais. Je me fais cette réflexion-là et qui me sort du film. C'est-à-dire que ce n'est pas crédible. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai l'impression que il manque d'une réécriture à certains passages. Ouais, et d'un ancrage dans le réel. Il y a un truc de le film n'est pas assez ancré dans le réel et du coup, bah, j'y crois pas à cette romance parce que si tout autour est factice, bah, je me dis, bah, l'alchimie qu'il y a entre ces deux personnages qui effectivement fonctionne bien, hein, Sarah Giraudot et Omar Sy. Comme je l'ai dit, Sarah Giraudot, je pense que c'est celle qui s'en sort le mieux du film. Elle est hyper sincère dans son jeu pendant tout le film et leur alchimie à tous les deux, elle est très mignonne et elle est très drôle. Mais comment je peux croire à ça si tout le reste n'est que carton-pâte? Donc j'ai un peu de mal avec ça. Et il y a un point quand même que je voulais aborder et que tu as commencé à aborder, effectivement, c'est le côté progressiste du film. Il y a un vrai problème sur le fait de me faire la morale sur on ne fait pas ça à une femme parce qu'on est en 2025 et derrière le faire film, quand même. Ouais, le faire quand même et faire un film qui, pendant toute sa durée, est extrêmement misogyne. Genre, je suis désolé, mais je sais que ça a été écrit et réalisé par une femme. Il n'empêche que toutes les meufs dans ce film sont caractérisées comme des grosses cruches. Et non, bah, Sarah Giraudot Non, tout le monde sauf Sarah Giraudot, oui, tout à fait. Mais c'est un petit peu douloureux à voir. Son agente non plus. Bah ouais, elle est pas non plus caractérisée comme un après, modèle de femme forte. Il y a des personnages, effectivement, où tu dis, mais... La mère, la sœur. La sœur est censée être une avocate diplômée, intelligente et compétente. Et elle voit Omar Sy, c'est coucou gaga. Il faut que je le baise. C'est too much, genre too much. Et en fait, ça donne, dans cette scène-là, ça donne juste raison à son mec qui lui est là, ça va, je suis là, je suis encore à côté de toi. Ça lui donne juste raison dans cette scène, alors que bah non, alors que c'est une démarche très étrange pour un film qui veut justement être progressiste et qui en plus avec des femmes à la réal et à l'écriture. Donc je ne comprends pas cette dimension extrêmement misogyne du film. Et effectivement, c'est juste le beau gosse bad boy dont toutes les femmes deviennent débiles quand elles le voient en fait. Pour finir sur le film, je reviens très rapidement dessus. Je parlais de Coup de foudre à Notting Hill, qui est le même synopsis. Ouais. C'est vraiment la même chose. Acteur connu rencontre une meuf pas connue et voilà. Comment ils vont avoir une relation. Sauf que là, tu y crois sur énormément de points parce que c'est crédible justement. Et il y a plein de trucs sur lesquels tu te rattaches et ta suspension d'incrédulité fait que tu te dis ok, j'imagine que ça peut se passer comme ça. Parce que ça utilise les mêmes cordes. C'est pas parce que t'es une star méga connue que tu peux pas tomber amoureux d'une personne lambda ou machin, et truc.
Sauf que il y a un truc, c'est il tire les bonnes cordes au bon moment et fait que le montage, l'écriture, il y a une cohésion qui va faire que ça fonctionne. Et là, on est tellement détaché du réel dans ce film-là, par l'image, par l'écriture, pas par le jeu, parce que franchement, le jeu en soi, j'ai rien à critiquer dans le jeu. C'est pas un... Non, et il y a même des trucs qui sont drôles en vrai. Il y a plein de moments où j'ai un petit peu rigolé dans le film. Donc le film est pas affreux. Non, pas du tout. C'est juste que je me retrouve pendant déjà 2 heures. C'est long, 2 heures. Faut avoir des choses à raconter pendant 2 heures. Bon, il n'y a pas à raconter sur 2 heures. Là, non. En vrai. Là, c'est juste l'empilement de clichés. Ouais, pour moi, c'est tiède. C'est un film tiède. C'est-à-dire que C'est un téléfilm tiède. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas le truc le plus affreux que j'ai vu de ma vie. Par contre, je pense que demain, je l'aurais oublié. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve pas du tout ça horrible et abominable, à part peut-être la manière dont les femmes sont caractérisées à certains moments, notamment la meuf qui doit draguer Omar Sy, etc. C'est vraiment border, je trouve. Mais bref, je trouve le film très mid et... En fait, il va remplir sa fonction de film que tu regardes en couple avec ton copain, avec ta copine, et que t'auras oublié le lendemain. Ouais, mais non, parce que si vous voulez mater des films en couple, il y a des trucs tellement mieux. Genre Terminator 2. Ouais, par exemple. Non, mais l'autre jour, j'ai rematé About Time. C'est exceptionnel, About Time. Putain de comédie romantique. C'est génial. Ouais. Voilà, c'est tout à fait mid. Ouais. Vous l'aurez oublié demain si vous le voyez aujourd'hui. Enfin, demain. D'ailleurs, si vous le voyez demain, vous l'aurez oublié demain dans la soirée. On va passer à autre chose et on va parler de la grosse sortie de la semaine, peut-être de l'année. Ouais. Mais avant ça, qu'est-ce que t'as retenu de French Lovers? French Lover. Que dans l'univers de ce film, de French Lover, Stéphane Bourgoin n'est pas un charlatan qui écrit des livres sur les tueurs en série, mais un acteur célèbre. Voilà. D'accord. Il y a un petit truc à la fin où il y a un personnage qui est appelé Stéphane Bourgoin, mais c'est vraiment un truc de figuration, tu vois. Ouais. Genre, c'est un bruit de fond. Et Stéphane Bourgoin, c'est le mec qui s'est fait épingler parce que c'était un gros charlatan qui a vendu des milliers de livres. Bref, je fais oh, Stéphane Bourgoin, que fais-tu là? La grosse sortie de la semaine. C'est un casting 5 étoiles, un réalisateur plus que talentueux. Eh bien, il s'agit de Une bataille après l'autre. One Battle After Another. De Paul Thomas Anderson. Willard, faut que tu comprennes que... Ta mère et moi, on a foutu un sacré merdier dans le temps. Ils ont eu ta mère, et maintenant ils s'en prennent à nous. Je suis désolé. J'en ai marre. La vie m'a vraiment distribué des dés pourris. Des cartes pourries. On dit distribuer des cartes pourries. Putain, papa, c'est quoi ton problème? Alors, la révolution ne sera pas télévisée. C'est ça, Tom, hein? Quelle bête d'humour ou quoi là? T'es marrant. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce truc? Non, on va faire un petit peu de contexte sur la prod du film quand même. One Battle After Another, c'est un film extrêmement cher, hein, il faut le mentionner. Le film aurait coûté dans les environs de 150 millions de dollars, ce qui est assez courageux pour la Warner, puisque les films de pitié n'ont jamais dépassé 75 millions de dollars au box-office. Ceci dit, cette année, Warner, ils ont sorti des gros trucs qui ont bien marché. Il y a Superman qui a... Tout le monde dit il a bilé et tout. Bon, il y a eu l'histoire des Snyder fans qui ont voulu descendre le film à tout prix, mais Superman a très bien marché et surtout il y a un très bon bouche à oreille. Sinners, c'est le succès surprise. C'est le succès surprise. Non, il y a eu des très grosses sorties du côté de Warner cette année. Et là, l'idée derrière ce choix de mettre un budget aussi haut pour le film de pitié, c'est que il y a DiCaprio au casting. Et en fait, DiCaprio, il fait des entrées fins. Oui, c'est un réalisateur qui le mérite. Oui, ça, je pense pas que la Warner en ait quelque chose à carrer, mais. Moi, je suis désolé, ça le mérite. Alors, il y a une rumeur qui circule comme quoi la raison pour laquelle DiCaprio est en tête d'affiche du film de pitié. Après, tête d'affiche, je sais pas, c'est pas forcément le personnage central du film. C'est l'un des gros personnages principaux, mais est-ce que c'est le personnage principal? Ça se discute. C'est comme dans tous les films de pitié en soi, c'est une narration un peu explosée où on va suivre plusieurs personnages au sein du film et leur développement. La raison pour laquelle DiCaprio serait au casting de ce film-là, c'est parce que Paul Thomas Anderson, Pitié, aurait été appelé en renfort sur Killers de Scorsese, Killers of the Flower Moon, pour réécrire le script, puisqu'on sait que Killers of the Flower Moon est un film qui a eu du mal à se faire à l'écriture, qui a eu du mal à être écrit, puisqu'ils avaient démarré tout le processus d'écriture
d'écriture, Scorsese et l'auteur du livre original dont le nom m'échappe, ils auraient commencé tout le processus d'écriture du point de vue de l'enquête policière. Et au final, ils se seraient dit que bah non, c'est pas notre sujet en fait, on passe complètement à côté de notre sujet, il faut le réécrire en intégrant les Indiens dans le point de vue de la narration du film. Et donc PTA aurait été appelé en renfort sur le scénario de Killers of the Flower Moon en échange de « Hey DiCaprio, tu joues dans mon prochain film si je fais ça pour votre prod ?» Et donc la rumeur dit que c'est ce qui se serait passé. Le film est une adaptation plus ou moins fidèle, plus que moins que plus, moins que plus de Vineland, un bouquin de Thomas Pynchon sorti en 1990 dont PTA est extrêmement fan. Il a déjà adapté un des bouquins de cet auteur avec Inherent Vice, un film qu'il a fait il y a une dizaine d'années avec Joaquin Phoenix, et pendant plusieurs années il s'est tâté à adapter ce livre-là. Finalement il a écrit plusieurs petites histoires inspirées de ce bouquin-là, il les aurait mixées tout ensemble et en serait sorti donc cette adaptation vaguement basée sur le roman original. De quoi ça nous parle une bataille après l'autre? C'est pas le plus simple ce que tu me demandes pour le coup. Une bataille après l'autre, du coup, c'est l'histoire de... Au début, on va suivre une communauté qui se bat pour sauver les migrants, pour la justice. Pour faire la révolution. Pour faire la révolution. Et sauf que un des grands acteurs de ce mouvement-là se fait capturer, balance tout le monde, et donc on retrouve 16 ans plus tard Leonardo DiCaprio qui faisait partie de ce groupe-là, qui est avec sa fille, et sauf que l'armée commence à les retrouver un par un. Sa fille va être emmenée par le reste de la communauté et lui va vouloir retrouver sa fille. Ok. Une bonne partie du film va être une grosse course-poursuite. C'est une course-poursuite. C'est un film de survie, c'est-à-dire qu'il y a des antagonistes, nos protagonistes qui doivent juste échapper à ces espèces de robots presque en fait. La manière dont les militaires sont caractérisés dans le film, c'est un petit peu, on va peut-être y revenir, des Terminator qui suivent Sarah Connor et Kyle Reese sans relâche jusqu'à ce qu'ils s'en débarrassent, tu vois. Il y a vraiment, je trouve, cette référence à ce type de film d'horreur, de film de survie qui est hyper présente tout au long, en tout cas des 3 derniers quarts du film. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Tom? J'ai adoré, je crois. Alors on l'a dit il y a 2 minutes, mais le film se digère, c'est-à-dire que nous on l'a vu hier et on l'a encore bien en tête, mais pour tout analyser là ça va être un peu compliqué. Ça va être impossible même. Il y a énormément de choses à traiter, c'est un film qui est très très riche, mais en fait le film dure 3 heures, on l'a dit, et je n'ai pas regardé ma montre à un seul instant. De base, t'as quand même bête de réal, bête de casting et réal de très grands films, Magnolia, Boogie Nights. Oui, il faut le mentionner, mais on l'adore, Paul Thomas Anderson. On l'adore. Donc, de base, comment ne pas être hype? Moi, j'étais un peu plus frileux que toi parce que son dernier film, Licorice Pizza, m'avait un peu laissé sur le carreau. Justement, j'avais trouvé ça assez chiant, assez long et les personnages pas si bien caractérisés que ça. Alors, dans ce film-là, on retrouve toutes ces obsessions sur la paternité, sur le principe de communauté. Ça, c'est fou, hein. Moi, ça m'a sauté aux yeux pendant le visionnage hier. J'ai fait, mais attends, mais en fait, c'est dans quasiment tous ces films. Il est obsédé par la communauté. J'ai pas le terme exact, mais la communauté un peu sectaire. La communauté, en tout cas, dans laquelle, une fois que tu es rentré dedans, tu ne peux plus en sortir. Ouais, Magnolia, il y a le personnage de Tom Cruise qui amène vachement ça. Un gourou mascu. Boogie Nights, c'est toute l'industrie du porno. En vase clos, on va vraiment s'intéresser à cette industrie en vase clos. Il a fait littéralement un film sur la scientologie, The Master. Il raconte les débuts de la scientologie et l'endoctrinement dans une communauté sectaire. Et là, on est, que ce soit dans le groupe des protagonistes ou dans le groupe des antagonistes, on est tous les deux dans des communautés fermées et avec des croyances, avec des obsessions. Un dogme, en fait. Dans les 2 cas, il y a cette obsession pour le dogme. Et voilà, on va être sur cette communauté d'ultra-droite avec limite une communauté complotiste, Illuminati qui dirige le monde. Et donc, avec tous ces militaires. Et ensuite, on va être sur cette communauté révolutionnaire dans laquelle il y a un dogme, il y a une ligne de conduite à suivre et il y a une espèce de religion entre guillemets. Il va très souvent mettre ça en scène dans ses films. Complètement. C'est un film qui est très bien rythmé, il y a une efficacité et une intelligence dans l'écriture, une super bonne caractérisation de personnages, parce que dans les 15 premières minutes de film qui sont l'introduction, peut-être un petit peu plus, mais dans l'introduction est longue, mais oui, dans l'introduction, quand la fin de l'introduction arrive, tu connais tous les personnages, tu es plus ou moins attaché par à peu près tous, et tu comprends les enjeux qu'ils ont. Ce qui est déjà une prouesse, mine de rien. Il y a une bande originale qui est absolument splendide, et en fait, tous les éléments du film se rencontrent, et ça crée une symbiose
folle, le film est drôle, le film est touchant, le film mène exactement à là où il veut t'emmener. Ouais, tout le film, j'étais là, hein. Mais c'est une réussite, frère, à tous les points. Je suis d'accord sur la très bande, agréablement surpris. Je suis d'accord avec toi sur la bande son, le score et la soundtrack, je les trouve toutes les deux absolument excellentes. Le choix des musiques déjà existantes est merveilleux. J'adore tous les morceaux les musiques composées pour le film fonctionnent et les musiques super composées bien. pour le film, le thème du film est tellement bon. Enfin, Elles intensifient énormément les scènes. Il y a aucun personnage qui est là en surplus, tu vois. Par exemple, je pense il y a Benicio del Toro, donc du coup qui joue le rôle du sensei. Ouais. Tu pourrais trouver que c'est du rajout pour du rajout. Au final, il apporte énormément de comédie, mine de rien, et il fait pas mal aussi avancer l'intrigue, hein, même s'il est pas tant là que ça. Ouais. Il est vraiment utile. Et tous les personnages sont marquants, même le rôle du militaire, qui est le grand méchant du film. Qui est peut-être l'un des personnages que les gens retiendront le plus de ce film-là, puisque la performance est... Bon, déjà, il en fait des caisses, mais, elle est marquante. Enfin, c'est marquant et c'est terriblement... Il est aussi inquiétant que drôle, ce personnage. C'est-à-dire qu'il va avoir une démarche assez particulière, qui le caractérise vachement aussi. Ouais. Et dans des moments hyper... Alors, il y a une scène à la fin dont je vais pas parler, mais où ça devrait être un moment dramatique, très sérieux. C'est de l'humour. Et il le transforme par une démarche en quelque chose de très humoristique. Et c'est assez surprenant de voir ça. J'avais pas souvenir très ironique, d'avoir ce mélange-là dans une telle scène. Non, le film m'accueille. Je me pose encore des questions sur ce que le film raconte. C'est en train de grandir en moi et c'est en train d'être digéré. On l'a vu hier soir, et c'est un film qu'il faudra sûrement revoir et auquel il faudra réfléchir et sur lequel il faut dormir un petit peu. Donc je me pose toujours ces questions-là sur qu'est-ce que le film a voulu me transmettre. N'empêche que j'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai vu et je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu dis. Je trouve que c'est très bien maîtrisé de bout en bout. Il y a des points que j'aimerais soulever et qui m'ont plutôt marqué. J'ai vu Rachel Goria qui a fait un tweet à la sortie du film et qui disait Sean Penn va devenir l'un des méchants les plus iconiques du cinéma ou un truc comme ça, tu vois. Et j'étais super d'accord avec lui. En sortant de la séance, je me suis dit, c'est peut-être un personnage qui a à la fois dans son écriture, dans son jeu et dans ses costumes, donc dans son look, qu'il peut se retrouver au même stade qu'un Voldemort, qu'un Dark Vador ou qu'un Javier Bardem dans No Country for All Men. Tu vois, je pense qu'il peut s'asseoir à cette table de méchants. Parce qu'il est pas... Et aucun personnage, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais aucun personnage n'est unidimensionnel. C'est assez intelligent de la manière dont ils font la chose, parce que ils mettent tous les personnages dans des scènes hyper relatables. Et tous. Des trucs où tu te mets à la place du personnage et tu dis putain, comment j'agis, comment je réagis, comment faire dans ce genre de situation-là. Une des scènes, moi, qui m'a énormément marqué, c'est la scène où DiCaprio ne se souvient plus d'un mot de passe. Ouais, il doit donner une heure. Ça dure très longtemps en plus. Il doit donner une heure et il ne s'en souvient plus parce qu'il est tombé dans la drogue, parce qu'il est tombé dans l'alcool et ça fait 16 ans qu'il a eu le mot de passe. Il n'arrive plus à s'en souvenir et il est bloqué devant un homme au téléphone très protocolaire et qui ne lui dira rien, qui lui ne donnera aucune indication s'il n'a pas le mot de passe. Cette scène est bourrée de comédie, c'est très drôle, il y a tout ce qui se passe autour, il y a sa réaction au téléphone, il y a sa réaction à lui en tant que personnage, à DiCaprio, et en fait, cette scène-là, elle ne peut pas ne pas fonctionner parce qu'on a tous vécu ce moment de vie au téléphone où tu es face à un mur et tu demandes juste un tant soit peu d'humanité et quoi que ce soit et tu ne l'as pas, tu ne la retrouves pas parce qu'il n'y a pas ce contact humain. Et le film est bourré de séquences comme ça qui te plongent dans des moments de vie que tu as déjà eu et où tu hallucines, quoi. Après, ça a toujours fait partie du cinéma de Paul Thomas Anderson de donner des moments de vie absurdes, existants ou non, ça dépend, mais... de toucher quelque chose de très vrai voilà, à ce moment-là. Dans cet absurde-là. C'est marrant que tu parles de cette scène-là parce que c'est un des points où moi je me rends compte d'un truc dans le film, c'est que c'est un délire de scénariste ce film. C'est-à-dire que cette scène-là, la scène dont tu parles, il l'étire pendant, mais je crois que ça dure 40 minutes. Non, mais... à partir de la première fois où il a... Mais on est sur une scène ininterrompue où il n'y a pas d'ellipse entre le moment de cette scène-là et la fin
donc tout le périple qui va se passer avec Benicio del Toro. Cette scène-là, c'est juste un truc de prouveur de scénariste de je peux te faire une scène de 45 minutes qui tue sa mère, qui est drôle, qui est prenante, où il y a de l'action, où il y a des enjeux, où mes spectateurs ils vont avoir peur, ils vont serrer les fesses et en même temps ils vont rigoler. Je sens vraiment qu'il y a ce truc de je vais lâcher tout ce que j'ai de maîtrise de mon art et je vais tout mettre sur papier et ensuite je vais tout mettre sur pellicule. Pour donner un exemple un peu plus concret, et je suis extrêmement d'accord avec toi, c'est-à-dire que le film, tu pourrais le découper en plein de sketchs, que ça marcherait. Et à côté pourtant, de ça, il y a quand même une unité qui se tient. Il y a une unité. Il n'y a pas le bien sûr. syndrome Inglourious Basterds que je trouve qu'il y a vraiment avec Inglourious Basterds de Tarantino, où j'ai vraiment l'impression de voir un patchwork de plusieurs courts-métrages. Non, parce Là, il y a pas du qu'il tout y a ça. une histoire centrale et le fait que du coup le film soit découpé avec plusieurs points de vue fait que tu arrives vachement bien à relier les wagons et que quand il y a un moment où la tension s'estompe chez l'un, on repasse chez l'autre et du coup en fait ça remonte direct. Donc c'est très fonctionnel et ça marche hyper bien. Et c'est pour ça que le rythme c'est une technique d'écriture infaillible, vraiment, qui est utilisée de ouf dans Star Wars. Ouais. Et en plus de ça, c'est extrêmement inspiré. On va parler un petit peu de l'esthétique du film qui est très inspiré des années 70. Qui est un cinéma que j'adore. Parce qu'il faut qu'on le mentionne, c'est la première fois que PTA fait un film dans le monde contemporain. Non, pardon, excusez-moi, c'est la deuxième fois après Punch Drunk Love, où il fait un film qui se passe au 21e siècle. Il a fait plusieurs films qui sont contemporains, notamment quand il fait son premier film Hard Eight et Magnolia. Mais dans le 21e siècle, il y a 2 films de sa filmographie et c'est son 10e film, One Battle After Another. Donc visiblement, il y a quelque chose de confortant, quelque chose de rassurant dans sa zone de confort, de maîtrise à faire des films dans le passé. Mais par exemple, il y a une course-poursuite de voitures. Ça, moi, je veux qu'on en parle à absolument. la fin du film. On évite de dire quoi que ce soit. Juste sur l'esthétique, tu ne peux pas voir les inspirations. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une course-poursuite de bagnole dans le désert, donc où il n'y a rien, il n'y a pas d'éléments de décor. J'ai vu quelqu'un mentionner ça sur internet en ligne droite avec seulement 3 voitures et qui sont éloignées à 50 mètres. Donc il n'y a rien d'impressionnant. Qui est aussi dynamique, aussi bien montée, aussi prenante et avec des idées dans l'action, dans la mise en scène. Putain, ça marche quoi. Une idée originale visuelle, c'est-à-dire que il prend sa scène de course-poursuite, il se dit comment je vais faire pour en faire du cinéma. Comment je vais faire pour faire quelque chose qui n'a pas déjà été fait. Et je pense qu'il puise énormément dans le cinéma de William Friedkin, donc dans le cinéma des années 70 en général, évidemment, parce que c'est son cinéma préféré. Clairement, ses inspirations premières, c'est quand même Robert Altman. Enfin, tu vois, il puise depuis toujours son inspiration dans ce cinéma-là. Oui, tu disais, il y a du Sorcerer aussi. Mais voilà, dedans, c'est ça. Pour moi, on est vraiment sur une inspiration de Friedkin dans cette course-poursuite de fin, avec sa patte. Friedkin n'a jamais fait telle quelle la même course-poursuite, mais je vois la course-poursuite de French Connection. Je vois la fin de Sorcerer où il va y avoir des fondus avec les montagnes, etc. Pour ceux qui ont vu Sorcerer, donc la réadaptation du Salaire de la peur aux États-Unis, qui est un chef-d'œuvre de fou furieux. Il y a cette scène-là extrêmement hypnotique. On est sur un truc complètement hypnotique sur la fin de One Battle After Another. Et il y a aussi cette course-poursuite incroyable qui est dans Los Angeles Police. En fait, vu que le titre a un nom en français et un nom en anglais, je sais jamais comment le film s'appelle. Attends. To Live and Die in LA, et je crois que le titre français me revient, c'est Police fédérale Los Angeles, qui est un excellent film avec peut-être la meilleure course-poursuite de l'histoire du cinéma, meilleure course-poursuite de bagnole de l'histoire du cinéma. Donc je pense qu'il puise franchement ses inspirations là-dedans pour cette course-poursuite de fin. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu une course-poursuite avec autant d'identité. Que ce soit dans la mise en scène, mais tout simplement en termes de visuel, dans la tension, dans la mise en scène, il y a un truc de cette course-poursuite a une identité, c'est une scène de cinéma qui va rester dans mon esprit. Moi, j'ai toujours besoin d'un peu de temps pour parler du film encore aujourd'hui, je pense. Mais ouais, c'est indéniable que ça tue sa race. Par contre, les gens en font trop. Vous êtes too much avec ce film à dire que tous les gens qui le voient, c'est le meilleur film de l'année, top 1, 100% sur Rotten Tomatoes, 4,18 étoiles sur Letterboxd. Oui, mais en fait, c'est ça depuis un bout de temps. Maintenant, on regarde Superman il y a quelques mois, c'était déjà le cas. C'était le cas sur bien d'autres films dans l'année ou quand ça sort. Ouais, mais là, les gens sont unanimes. Les critiques et le public qui commence à voir le film sont unanimes. Nous, on est unanimes aussi. Ouais, mais il y a un truc un peu gavant de voir que c'est le meilleur film de l'année. Alors que, les gars, c'est un film avec lequel il y a besoin de prendre son temps, je pense. Oui. Je pense que c'est un film qu'il faut digérer, voir et revoir. Et
lui coller l'étiquette du meilleur film de l'année alors qu'on n'a aucun recul sur ce cinéma-là, je trouve ça un peu aberrant. Je trouve aussi, dernier point pour ma part, que le film est très contemporain. Alors déjà, dans les thèmes qu'il aborde, évidemment, il va parler de l'Amérique trumpiste post-Covid. Dans ce sens-là, on peut le rapprocher d'un autre film qui est sorti cette année, Eddington. C'est des films qui ont plein de connexions et qui pourtant sont radicalement opposés. Leur aspect western va quand même être un petit peu proche. En tout cas, j'ai l'impression que les cinéastes qui veulent parler de cette époque-là ont tendance à se tourner vers le western. Parce qu'on est retombé dans une époque cow-boy contre indien, quoi. Exactement, il y a un truc très manichéen de ça et très raciste aussi, en fait, de cette vision de l'Amérique. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on disait que Taxi Driver, la semaine dernière, était toujours aussi actuel à l'heure actuelle. Autant d'actualité, bien sûr. C'est parce que cow-boy indien, racisme, gens qui deviennent fous à cause de l'extrême droite, tout se relie. Bref, et donc je pense que c'est un film assez contemporain, évidemment, pour les thèmes qu'il aborde, avec lequel on peut rapprocher Eddington, qui va un petit peu faire partie de ces grandes fresques western qui vont raconter notre époque. Même, il y a un parallèle entre les générations. Déjà, le film va parler frontalement de choc de génération, mais il y a aussi un truc que je repère depuis la fin des années 2010, et là, à fond dans les années 2020, c'est on a beaucoup de films, je sais pas encore comment mettre le doigt dessus, mais qui vont faire partie de ce qu'on va appeler plus tard le cinéma des années 2020. Il y a un truc très singulier, très long, très large, avec beaucoup d'espace, beaucoup de respiration, qu'on va retrouver dans Once Upon a Time in Hollywood, qu'on va retrouver dans le film qu'on vient de voir ici. Il y a des similitudes sur lesquelles j'arrive pas encore à mettre le doigt. En tout cas, dans le cinéma d'auteur. Ouais, mais dans le cinéma d'auteur grand public, tu vois, même avec Oppenheimer, il y a un lien sur la longueur, sur les pauses, sur le vide, peut-être, de ces films-là. Et j'emploie pas le mot vide à mauvais escient, enfin, de manière péjorative. Il y a un grand vide dans ces films-là. C'est bizarre. Beaucoup de jeux de silence. Ouais, mais c'est bizarre d'utiliser ce terme-là, mais pour l'instant, je n'arrive pas à mettre les mots dessus. Mais je vous jure que j'ai l'impression de voir se dessiner ce que va être petit à petit, considéré comme le cinéma des années 2020. En tout cas, on vous encourage à voir le film et à voir votre avis, et puis à nous le partager dans la section commentaires, en podcast, sur Instagram. Je pense qu'il y a des choses à dire dessus, donc si on a loupé des choses, si vous avez envie de mettre votre grain de sel là-dedans, n'hésitez pas, commentaires, Insta et YouTube. Moi, j'ai trop envie de lire sur le film, tu vois, j'ai envie d'écouter l'avis des gens sur le film et d'emmagasiner des informations et des clés de lecture. Donc toi, t'as méga kiffé le film. Ouais. Et avant qu'on passe à la suite, est-ce que tu penses que ça a bidé ou pas? Parce que ça va être la grande question pour Warner. Le film a coûté dans les eaux de 150 millions d'euros. Je pense que le grand public va aller le voir sans connaître qui est Paul Thomas Anderson et tout ça. Je parle du grand public, le public large. Je pense que ça va plutôt bien marcher. Cependant, une grande partie vont être un petit peu déroutés face au film. Tu vois, par exemple, Sinners... Je pense que le film a très bien marché, et que ce soit dans le bouche à oreille et même dans la critique en tant que telle publique, parce que même s'il est long, il arrive à s'adresser à tout le monde. Celui-là peut-être divisera plus. Mais en même temps, il a le potentiel, ce film-là, pour faire passer PTA, qui est déjà un auteur méga connu, hein, c'est pas le petit réalisateur auteur bizarre qu'on voit une fois tous les 10 ans dans un festival obscur de cinéma. Non, il est quand même méga connu, PTA. Mais peut-être que ce film-là a le potentiel pour faire passer PTA aux yeux du grand public comme un Nolan un peu. Tu vois, c'est aussi possible, hein. Si le film fonctionne, si le film marche sur le public, peut-être que PTA peut devenir un auteur grand public comme l'est Christopher Nolan ou, je sais pas, un David Fincher. Tu vois. Peut-être. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Qu'est-ce qu'on retient de Une bataille après l'autre? Notez vos mots de passe. Mais un papier, un truc, notez-les. Notez vos mots de passe. Ça sert. C'est bientôt la fin de l'émission, mais avant ça... On va revenir sur un petit dessin animé. Très rapidement sur un petit produit cinématographique, encore une fois, qui n'a pas non plus marqué son époque, ni même les générations d'après. Mais qui fête ses 30 ans cette année. Qui fête ses 30 ans cette année, et du coup, qui a le droit à une ressortie au cinéma cette semaine. Et il s'agit de Toy Story. De John Lasseter. Quand les jouets se lancent dans l'aventure, mieux vaut être paré au décollage. Direction l'infini et au-delà. Toy Story. Alors, en fait, c'est l'histoire de Woody. C'est un jouet. Oui. Et c'est le chef du village, il est content. Ouais. Et puis à un moment,
Il y a Buzz, c'est un astronaute, il est cool, il lui vole un peu la place. Woody, il est pas content, il est jaloux. On va le dire comme il se doit, il est jaloux. Du coup, il va vouloir commencer à mettre des bâtons dans les roues du Buzz l'éclair. Oui, parce que l'astronaute s'appelle Buzz l'éclair. Et bref, il commence à dire, toi, je t'aime pas beaucoup. Ensuite, il va se rendre compte qu'il est allé un peu loin quand même. Faut pas déconner. Et des trucs, et il dit, en fait, Buzz, c'est pas de sa faute. C'est un mec cool, c'est un mec chill. Peut-être j'ai un peu abusé, tu vois. Alors du coup il va dire ok Buzz, viens on devient copains. Tiens bon, tu es un tigre. tu es un pâté en croûte Buzz. Du coup il dit ah viens on fait copains. Et ok ils font copains. Ensuite il y a le 2 et là c'est Woody. Non, on rentre pas dans le 2. Ok on rentre pas dans le 2. Du coup à la fin ils sont copains. Si on vous a spoilé le film, en fait c'est sorti il y a 30 ans. Voilà. Chef-d'œuvre, révolution sur un point de vue technique. Premier long métrage de l'histoire du cinéma à avoir été réalisé entièrement en images de synthèse, en CGI. Et ça a été une prouesse technique et une production vraiment compliquée parce que le film a eu plusieurs années de développement. Ça a nécessité quand même l'accord entre Steve Jobs, qui possédait Pixar, et Disney, qui ont dû se mettre en accord, puisque quand Toy Story, le premier, sort, Pixar n'appartient pas encore totalement à Disney. Bref, c'est un gros bœul, la création de Toy Story. Ils ont fait toute une version de scénario, toute une version du film qui ne fonctionnait pas, puisque Woody était un petit connard et ça marchait pas. C'était pas relatable. Plus attachant. Il fallait le rendre plus attachant, il fallait rendre les choses plus douces et plus relatables. Et ils ont réussi à faire à la fois... Moi, c'est ça qui me choque, en fait, avec ce film. C'est qu'ils ont fait une révolution technique, mais qui est l'une des plus grandes révolutions techniques de l'histoire du cinéma d'animation. Toy Story fait partie des 3, 4, 5 dates clés du cinéma d'animation. Les films d'animation ne seront plus jamais les mêmes après la sortie de Toy Story. Ils ont réussi à faire cette prouesse technique-là, mais en même temps à faire un putain de bon film. En fait, c'est fou. Ouais. C'est fou parce qu'on en a vu des prouesses techniques, des films qui révolutionnaient les choses, mais qui étaient pas si fous que ça. Voilà. Non, mais on peut prendre Vidoc ou alors la trilogie Star Wars de Lucas. Je suis désolé, ça révolutionne les choses. Ça reste des films quand même laborieux, pour être gentil. Toy Story n'est pas du tout un film laborieux, c'est 1h20 de pur plaisir, et en même temps, 1h20 absolument révolutionnaire. C'est quoi ton lien avec Toy Story, Tom ? Moi, je le matais gamin, je le matais minot fou. J'étais complètement fada. Et mon préféré, c'est pas le 1. Ton préféré, c'est le 3 ? Moi, celui que j'ai le plus maté gamin, c'était le 2. Okay. Je trouve que, alors ils sont assez singuliers les 3. Celui qui me touche le plus et où je verse ma larmiche, c'est la fin du 3. Ouais. Et pas quand ils sont sur le point de se faire écraser. Non, moi c'est quand Andy donne les jouets à la gamine, à Bonnie. Et cette scène-là, elle est... Ah putain, je décroche une larme. Comme plus que sur le début de là-haut. Bien plus. Parce que j'ai eu 3 films précédents quand même pour m'attacher à cette relation-là. Ouais. Le 2, je trouve que c'est le plus drôle des 3. C'est celui où il y a les meilleures répliques. Et alors le 1, forcément, moi je suis d'accord avec toi, il est formidable sur énormément d'aspects. Notamment dans les trucs assez marquants, c'est aussi la musique de Randy Newman. Ouais, de ouf. Qui a fait un boulot monstrueux. Il chante avec un accent un peu de Golemont, quoi. C'est un des très rares films. Je n'ai vu qu'en VF. Ah ouais ? Ouais. Ben, j'ai une petite histoire avec ça. Ok. Je l'avais pas revu depuis des années. Mais des années. Hein. Toy Story, vraiment, je l'avais pas vu. En fait, j'avais revu par bribes, puisque il y a une petite année, j'ai fait une vidéo sur Food Fight. Et je parlais beaucoup de Toy Story dans ma vidéo. Et donc, je l'avais revu par bribes quand je faisais le montage. Et donc, j'avais revu des séquences entières du film et tout. Et j'avais trouvé ça très cool. Mais j'avais pas pris le temps de le mater à ce moment-là. Ce qui est un peu con, en vrai, j'aurais pu. Et là, j'ai pris un plaisir monstrueux à sortir mon Blu-ray 4K que j'avais acheté pour l'occasion, pour faire ma vidéo sur Food Fight. Et je l'ai mis dans mon lecteur de PS5. Et j'étais avec ma copine qui n'avait jamais vu Toy Story. Et elle n'avait jamais vu Toy Story. Elle a jamais vu Toy Story. C'est pas un peu débile ton film ? Je fais... C'est que t'as pas vu Toy Story parce que c'est vraiment pas débile, c'est vraiment très cool. Elle a surkiffé, évidemment. Évidemment. Et donc, quand on commence le film, je fais vas-y, tu veux qu'on le mate en VF ? Et donc, je lance Toy Story. Oh, t'as eu la VFQ ? Je lance Toy Story en VF. Et vu que c'est le Blu-ray 4K, et que le Blu-ray 4K, il est dézoné, il n'y a pas de zone sur les Blu-ray 4K, c'est-à-dire qu'il est lisible à l'international. T'as eu la VFQ. Je lance le film et je fais, les voix sont bizarres. C'est pas la voix de Andy que je connais, mais je me dis, comment tu vas Buzz Lightyear ? Andy, je connais pas bien sa voix, j'ai vu le film il y a des années. Richard Darbois, tu la connais sa voix. Et là, juste avant que les jouets commencent à parler, je vois le logo du film.
Histoire de jouer. Ah putain. Et je fais, nous sommes sur la version québécoise, nous allons repasser en VO immédiatement. Donc j'ai vu le film en VO. Et en fait, il y a plein de blagues que tu loupes quand tu le regardes en VF. Hein, vraiment, il y a plein de jeux de mots et de mais trucs. Ça fait partie des très rares films où vraiment je trouve que la VF est sublime et j'ai du mal à me décrocher de ça. Après, en VO, nostalgie, t'en manques, c'est tout quand même. Bien sûr, mais tu vois, Darbois, je trouve que c'est un monstre, c'est un comédien exceptionnel. Est-ce qu'il fait le même job que Tim Allen? Parce que Tim Allen, en vrai, il est trop bien en Buzz Lightyear. Ouais, peut-être. Non, là, je te parle vraiment pure nostalgie et j'assume complètement. Allez, en tout, il doit y avoir une dizaine de films que je n'ai vus qu'en VF. Et c'est vrai que la plupart, ça va être... C'est des films d'enfance, ouais. C'est des films d'enfance. Et donc, je l'ai maté en VO. Et il y a des blagues, effectivement, qui sont vraiment intraduisibles. Même dans les sous-titres, tu les as pas. Tu vois, il y a un moment où il y a Woody qui se retourne vers l'ardoise magique et il lui fait draw. Et draw, ça veut dire dégaine. Donc, ils font un duel. Il sort son flingue, Woody. Et l'ardoise magique, évidemment, elle dessine. Parce qu'elle dessine un flingue. Ouais. Parce que draw, ça veut dire dégainer et dessiner. Tu vois, il y a des blagues qui sont pas traduisibles en français. 2 secondes après cette micro-blague-là, t'as la bergère qui dit à Woody si ça t'intéresse, tu sais que j'habite seulement à quelques blocs d'ici, donc quelques pâtés de maison. Ouais, quelques blocs de jouets. Et il y a des blocs juste à côté d'elle. Donc il y a des blagues, je sais pas comment ils les traduisent en français, je pense qu'ils les traduisent à moitié. Après, il y a des trucs qui sont très très drôles, c'est genre, il lui fait potato head, donc patate, monsieur patate. Et il lui fait pour toi, ce sera monsieur patate, it's Mr. Potato Head. Et il y a des intentions de jeu et tout qui sont vraiment hilarantes. Ça, c'est en français aussi. C'est okay. Monsieur patate, c'est. Et t'as des blagues qui marchent vraiment trop bien comme ça pendant tout le long du film, des jeux de mots, du comique de situation. Effectivement, ce personnage de Buzz l'éclair qui sait pas qu'il est un jouet, c'est juste la porte ouverte à toutes les meilleures blagues du film. Ouais. Il y a une petite blague dans le décor qui m'a fait beaucoup rire et que je voulais relever et en parler ici, puisque dedans il y a Wallace Shawn qui fait le T-Rex. Wallace Shawn, dont on avait parlé un petit peu dans l'émission, puisque on avait parlé de lui dans l'émission sur My Dinner with André de Louis Malle. Ouais. Donc My Dinner with André, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'émission en question, c'est un film de Louis Malle qui est peut-être mon réalisateur préféré, où il va juste mettre 2 personnages qui sont des comédiens dans une pièce, dans un restaurant, et il va les faire discuter pendant 2 heures. Et ça va être un film qui va briser toutes les barrières de ce qui est autorisé à faire au cinéma, puisqu'il va littéralement faire du théâtre filmé. C'est passionnant, c'est hyper intéressant. Le film, à la fois dans son dialogue et dans sa mise en scène, parle lui-même de ce qu'il est en train de faire, de casser les codes et tout. Bref, c'est vraiment un film avant-gardiste et que je trouve passionnant. Et Wallace Shawn, c'est un mec qui est grave communiste, si tu veux. Il est vraiment anticapitaliste de ouf. Aujourd'hui, le rôle pour lequel il est le plus connu, c'est une super production Disney. Ouais. Et donc, c'est un peu marrant. Mais surtout, dans le décor, à un moment, au tout début, quand Woody est en train de parler et de s'adresser à tout le monde avec le jouet, là, avec le micro, derrière lui, il y a des livres. Donc, déjà, il y a plein de références au passé de Pixar. Il y a un livre qui est écrit par John Lasseter, donc le réalisateur du film et le patron de Pixar, jusqu'à ce qu'il se fasse dégager pour des sombres histoires d'agression sexuelle. Donc, il y a le nom de John Lasseter sur un livre derrière. Il y a écrit aussi Tiny Toy, qui est l'un des premiers courts-métrages de Pixar qui a donné lieu à Toy Story. Après, oui, il y a toujours eu il y a le A113. Il y a dans Toy Story 2 le mec qui répare Woody. C'est le modèle. C'est du court-métrage où c'est le vieux qui joue aux échecs. Ouais. Donc il y a plein de références comme ça. Il y a la balle, évidemment. Il y a la lampe, Luxo. Donc il y a énormément de refs. Et il y a surtout un bouquin où il y a écrit The Adventure of André and Wally B. Et ça, c'est une putain de référence à My Dinner with André. Okay. Il y a une ref à My Dinner with André, puisque André et Wallace, donc c'est les 2 personnages de My Dinner with André, et Wallace fait le T-Rex, il s'appelle Rex, c'est ça? Ouais, c'est Rex. Rex dans la trilogie Toy Story. Voilà, j'ai trouvé ça ouf. Zigzag. Qu'il y ait une référence à un film de Louis Malle dans Toy Story, et j'avais complètement oublié ça, je trouve ça trop stylé. Et Sifli, mon personnage préféré. Sifli qui n'apparaît que dans le 2, il est pas dans c'est excellent, et il y a un vrai travail d'écriture, comme dans tous ces films qui ont été des espèces de marqueurs dans l'histoire du cinéma d'animation de cette période-là. Je trouve qu'on retrouve une vraie attention sur l'écriture du film, que ce soit dans ce film-là ou dans Shrek. Il y a un travail monumental. Moi, je pense aussi à Monstres et compagnie, mine de rien. Ouais. Tu vois, ces films qui ont fait leur studio, ces films qui ont construit leur studio. Pixar n'existerait pas sans le Toy Story qui a été fait à ce moment-là, tu vois, cette version de Toy Story. Et donc, je pense que cette attention particulière
au scénario et par extension à la mise en scène, au découpage, au storyboard, puisque les deux sont travaillés ensemble en même temps dans la pré-prod d'un film d'animation. Donc cette attention sur ces éléments-là de ces films ont vraiment marqué le cinéma d'animation de cette décennie, de ce début de décennie 2000, fin 90. Il y a un truc où tu sens que c'est des scénarios parfaits, c'est des Star Wars, c'est des Retours vers le futur un peu les scénarios de ces films-là, tu vois, c'est des scénarios infaillibles. Et c'est toujours très très fun à regarder en tant que spectateur lambda, juste tu regardes ça, c'est trop... ouais, tu t'éclates. Ouais, c'est trop facile de rentrer là-dedans. Et puis, effectivement, tu as différents niveaux de lecture. C'est-à-dire que tu peux le mater avec un gamin et t'éclater autant que lui. Ce qui est quand même un tour de force magistral de réussir à ce stade-là à pouvoir parler à tout le monde. C'est quand même quelque chose d'assez majestueux. C'est des films qui n'ont pas besoin d'aller chercher des intrigues alambiquées pour raconter une histoire qui est prenante. Là, on est sur une histoire avec les enjeux les plus petits du monde, hein, littéralement. Ce sont des jouets qui doivent juste, à la fin, rentrer dans une voiture et ne pas louper le camion de déménagement. C'est vraiment ça, le scénario de Toy Story. Et pourtant, il y a le monde qui repose sur les épaules de ces personnages, en fait. Parce que leur monde, c'est Andy, leur monde, c'est les autres jouets. Parce que c'est la famille. Et en fait, ça montre que la destruction de la Terre n'est pas un enjeu plus... grandiose et plus noble et plus impactant aux yeux d'un spectateur que juste regagner ce petit camion de déménagement dans cette petite aventure qui va alterner entre maison de Andy, maison de Sid et Pizza Planet. Et ouais, faut planer avec panache parfois. Faut planer avec panache, c'est ça hein, en VF? Je sais plus, ouais, je crois. En VO, c'est It's Just Falling with Style. Bref, c'était très très cool de revoir ça et je pense que je vais me faire un petit Toy Story 2. Tu vois, ce soir là, peut-être. Toy Story 2, il est vraiment très drôle. Moi, ce soir, quand je rentre chez moi, il y a peut-être un petit Toy Story 2 qui part. Hein. Et Toy Story 3, c'est majestueux. Et il n'y a pas eu de suite, et c'est très bien comme ça. Et si vous avez des enfants, des petits frères, et ben il ressort dans plein de salles en France. Hier du coup pour vous et mercredi là cette semaine il ressort. C'est déjà la fin de cette émission. On a été ravis. On n'a pas pris d'appel. C'est pas grave. La semaine prochaine, on vous promet pas, mais peut-être on fait un appel. La semaine prochaine, on rentre, me semble-t-il, dans le mois d'octobre, où ce sera le dernier jour de septembre. On va rentrer dans le mois d'octobre avec des très grosses sorties. Ce mois d'octobre, il y a énormément de choses qui sortent. Bien sûr, on pense à Kaamelott, il y a Tron, il me semble. Roy, le film d'Orelsan, l'homme qui rétrécit, une sortie Netflix avec Ed Gein. On va avoir plusieurs gros films Netflix sur la fin de l'année. Mortal Kombat 2, Smashing Machine avec Dwayne Johnson égalisé par Benny Safdie, c'est ça? C'est l'un des deux frères Safdie. Et la semaine prochaine, je peux vous teaser un petit peu le programme si ça vous intéresse. Nous aurons pour sûr Marche ou crève, adapté de Stephen King, et la Palme d'Or de cette année, Un simple accident de Jafar Panahi. Donc ça va être un programme intéressant et j'ai bien hâte d'être à la semaine pro. De même. En tout cas, nous on vous fait des bisous. Si on vous manque trop, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, @KameFlexLive sur TikTok, sur Instagram. Et voilà, nous on vous fait des bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, à la semaine pro. Ciao. Vous êtes complètement tapés ou quoi?